8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Dominique Schelcher. Bonjour Apolline de Malherbe. Merci d'être à mon micro ce matin. Vous êtes le patron des magasins U, PDG de Coopérative U et vous êtes d'ailleurs vous-même à la tête de votre propre magasin, le méga super U de Fessenheim. En quelques chiffres, votre Coopérative U, c'est 1726 magasins U, 73 000 collaborateurs et je compte pas les clients qui sont évidemment extrêmement nombreux. Vous êtes donc aux avant-postes de la consommation en France. On va parler dans un instant de ces fameuses négociations commerciales parce que ça y est, elles sont bouclées. Quelles sont les conséquences pour les prix dans nos rayons? On va parler essence parce que les prix à la pompe n'ont quasiment jamais été aussi bas. Est-ce que ça va continuer d'ailleurs à baisser? Et puis guerre commerciale. Guerre commerciale avec une conséquence particulièrement étrange, qui est une sorte de nouvelle guerre presque idéologique entre patrons. Et j'ai un peu envie de commencer par ça, Dominique Schelcher, ce matin avec vous. On a entendu la semaine dernière presque un bras de fer à distance entre un Bernard Arnault et un Michel-Édouard Leclerc. J'y reviendrai dans un instant. Et puis vous avez entendu certains propos de gens qui jusqu'à présent étaient plutôt pro-entreprise, comme Jacques Attali. Jacques Attali, il était l'invité de BFM TV vendredi soir, et ça vous a fait réagir immédiatement sur les réseaux sociaux. Je voudrais qu'on puisse partager avec ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. La moitié, sinon les trois quarts des entrepreneurs empoisonnent le monde par leurs produits. Empoisonnent le monde par des produits qui empoisonnent le monde. Donc il ne faut pas idéaliser les entrepreneurs. Il ne faut pas oublier qu'une grande partie d'entre eux exploitent des gens en les payant mal et en accumulant des dividendes. Il ne faut pas oublier que les entrepreneurs ne sont pas un modèle de vie, et en particulier parce qu'ils décident, lorsqu'ils sont les maîtres chez eux, d'une façon dictatoriale. Nous avons construit depuis 2000 ans un certain nombre de valeurs en Europe et ailleurs. Des centaines de millions de gens sont morts pour ces valeurs. On ne va pas les brader simplement pour glorifier des gens qui ont conduit la planète où elle est, c'est-à-dire en train d'être détruite, ruinée, les forêts, le climat et tout ce qui va avec. Et l'obésité dont l'Amérique en est la trace. Donc, je veux qu'on sorte de cette idéalisation des entrepreneurs qui doivent faire leur métier, encadrés par des lois, des normes, pour cesser de produire ce qui nous tue et ce qui tue les générations futures. Il faut que vous cessiez de produire ce qui nous tue. Les empoisonneurs, les exploiteurs, voire même les dictateurs, c'est ça les entreprises aujourd'hui? Mais bien sûr que non. Mais j'étais absolument stupéfait de ces propos qui sont pour moi totalement excessifs et pas représentatifs de la situation. Là, je regrette, on a quelqu'un qui nous montre comme des coupables d'une situation, alors que je pense, moi, profondément, que les chefs d'entreprise, que les entreprises, que les entrepreneurs font partie de la solution pour contribuer à régler les immenses difficultés qu'on a en face de nous. Et donc, tout ce qui est trop excessif, comme c'est le cas là, c'est un peu vain. Mais c'est incroyable, on ne peut pas dire ça. Ça vous a sidéré, vous dites on ne peut pas dire ça. Il parle à la fois de l'alimentation, il parle du social, sur la question de l'exploitation aussi des salariés. Il parle du climat, avec la question aussi du rapport à la planète. Mais bien évidemment, tous les chefs d'entreprise ont conscience de leur immense responsabilité dans les temps qui courent, ont conscience de l'impact qu'ils doivent avoir, un impact positif sur toutes les transformations auxquelles on fait face dans notre métier, mais dans de nombreux métiers, bien sûr. Et bien sûr, avec un défi majeur qui est celui de préserver notre planète et donc de trouver des solutions pour être moins impactants. Mais ça, c'est le quotidien des chefs d'entreprise. Vous trouvez qu'on vous fait porter le chapeau? Je pense évidemment aussi aux propos du patron de l'entreprise Safran qui, la semaine dernière, a déclaré qu'il ne mettrait plus d'usine après s'être fait mal accueillir par des élus écolos à Rennes, qu'il ne mettrait plus d'usine avec la création parfois à la clé de 500 emplois dans des endroits où on l'accueille avec des tomates. Écoutez, encore une fois, moi je pense que la situation de la France, même de l'Europe, est grave. D'un côté, on a le défi du budget de la France, de notre dette à régler, c'est extrêmement important. Au niveau européen, on doit tous se retrouver ensemble pour faire face à cette nouvelle situation internationale, ces nouveaux équilibres, la guerre commerciale. Et pour faire face à ça, il ne faut pas qu'on s'oppose, il faut qu'on se mette ensemble, qu'on se mette autour de la table et qu'on trouve des solutions ensemble. Ce n'est pas le moment de s'opposer. Je trouve trop souvent qu'en France, on cherche à s'opposer, à opposer les uns contre les autres, alors que les défis sont immenses et qu'il faut qu'on se mette ensemble pour les résoudre. Les défis sont immenses, on va y revenir, mais sur le front de l'emploi, effectivement, quand on voit par exemple comme ArcelorMittal qui l'a annoncé hier soir, qu'il y a probablement 600 emplois
menacés. Il y en a 11 000 menacés dans la sidérurgie côté allemand, de l'autre côté du Rhin. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, les patrons ne profitent pas en quelque sorte de ce moment effectivement d'extrême tension pour, au fond, se délester et effectivement faire des coupes qui ne sont pas toujours justifiées? Mais non, à un moment, il y a, si vous voulez, des réalités économiques. La demande mondiale est en recul. C'est ce qui explique ce que vous avez dit au départ de votre lancement, le prix du carburant. Pourquoi le prix du carburant est relativement bas? Parce que la demande mondiale est à la baisse. Il y a moins de besoin de transport. La demande mondiale est à la baisse. Et donc, ça veut dire que les usines tournent moins, que l'économie ralentit et que donc, derrière ça, il y a des réalités économiques. Donc, moi, après, on peut que regretter, évidemment, des licenciements et des décisions difficile, mais là c'est chaque chef d'entreprise avec sa vision, c'est les réalités qu'il a, qui prend ses décisions en âme et conscience, mais toujours avec une idée d'impact, de responsabilité. Et surtout, moi je pense à tous les petits chefs d'entreprise, les petits entrepreneurs qui se lèvent tôt tous les matins, qui entendent des propos comme ça, mais c'est presque insupportable, c'est invivable. Ils se lèvent tôt, ils donnent beaucoup d'énergie dans un contexte qui est pas facile. Recruter, c'est pas simple en ce moment, trouver les bonnes compétences, etc. Donc, plutôt que nous opposer, il faut défendre ces modèles-là, défendre le fait que les entreprises, les chefs d'entreprise ont un rôle majeur à jouer et sont une partie de la solution dans ces immenses difficultés. Immenses difficultés, vous le disiez. Vous parliez à l'instant de la baisse des transports parce qu'il y a moins de demandes. Est-ce qu'il y a aussi moins de consommation ? Alors, là, il y a une petite bonne nouvelle. Vous savez, moi, je suis à l'affût de tout ça. Comme vous dites, je suis aux avant-postes. La petite bonne nouvelle, l'année dernière, les volumes étaient négatifs. On en a parlé ici, d'ailleurs. Au premier trimestre, ils sont légèrement positifs, plus 1%, on va dire, environ. Ça veut dire que les gens, à nouveau, quand vous parlez de volume d'achat, oui. Là, on ne parle pas du prix qu'on paye à la caisse. Tout à fait. On parle du nombre de produits. On avait réduit l'année dernière, c'était négatif. Cette année, ça tient. Ça tient. Et ça a été le cas la semaine de Pâques l'année dernière. Les clients étaient dans nos magasins, étaient au rendez-vous et se sont, je dirais même, fait un peu plaisir. Tout en continuant à avoir un chapeau au-dessus de la tête, qui est celui d'un pouvoir d'achat quand même contraint pour beaucoup de Français. Et donc, ils continuent à faire des choix, des arbitrages très précis et qu'on peut expliquer. Typiquement, quand vous dites la semaine dernière, semaine de Pâques, semaine de consommation plaisir, familiale, quels sont les premiers chiffres que vous avez pu avoir ? Alors, très forte croissance des produits frais traditionnels, qui est un bon signe, parce que c'était plutôt des produits de la boucherie, les fruits et légumes qui étaient un peu en recul. C'est quoi, c'est le gigot ? Le gigot a très bien marché, mais certains clients ont fait aussi un Pâques au plateau. On avait dit un Noël au plateau. C'est quoi le plateau ? C'est le plateau de Pierrade. Dans le temps, Pâques, c'était 90% de gigot d'agneau. Aujourd'hui, il y a des gens qui achètent de la viande un peu moins chère, le plateau de Pierrade, facile à faire, convivial, en famille. Donc, ça continue à changer en termes de mode de consommation, d'envie, etc. Mais plaisir, pourquoi ? Derrière la contrainte, et ça ressort de toutes les observations, un des premiers critères des Français, c'est quand même se faire plaisir. Et se faire plaisir, c'est quoi ? C'est le chocolat de Pâques, n'a pas été boudé. Chez U, c'est plus 1% de volume. Voilà, il n'y a pas de recul du chocolat alors qu'il est plus cher. Il est malheureusement plus cher. Il n'a pas reculé. C'est tous les produits d'apéritif, cacahuètes, chips, etc. On a parlé de l'explosion de la consommation de chips. Mais c'est vrai. Pourquoi ? Parce que dans cette période anxiogène, difficile, où le moral n'est pas très bon, on parle parfois de guerre, par exemple, et les gens ont plaisir à se retrouver autour d'une bouteille, autour de quelques produits apéritifs. Ça, c'est des choses qui se mettent. Donc, la notion de plaisir, malgré la difficulté, elle est là. Je suis quand même frappée. Vous me parlez de viande, vous me parlez de chips, vous me parlez d'une bonne bouteille. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une sorte de revanche on nous fait la leçon toute la journée sur le fait qu'il faut qu'on mange mieux, on nous parle du Nutri-Score et évidemment on a fait beaucoup d'efforts sur les alertes pour la malbouffe, pour tout ça, mais est-ce qu'il n'y a pas des moments où on a besoin de craquer ? Est-ce que c'est ça que vous voyez dans vos rayons ? La notion de plaisir, c'est exactement un peu ça. En numéro 1, derrière pouvoir d'achat. Numéro 2, derrière plaisir, c'est quoi ? C'est quand même la santé. Donc les gens, après, le critère, c'est moi j'achète des produits sains, des produits de qualité, des produits frais. Donc on se permet de craquer un peu, mais par contre la semaine d'après, voilà, on va bien manger. Exactement. Et troisième critère, la planète. Je pense quand même à ma planète. Je pense qu'en achetant ce produit, ce sera peut-être moins impactant sur les transports. Il ne vient pas de l'autre bout du monde. Donc, c'est par exemple acheter français, local, bon pour notre souveraineté alimentaire. Ça progresse aussi dans la tête des consommateurs. Ça veut dire que quand on a le choix,
même si c'est parfois plus cher d'acheter français, est-ce que l'arbitrage des consommateurs dans vos rayons prend en compte cette question-là désormais? Pour quelques clients. Pas la majorité, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sous la contrainte. Je rappelle, le chiffre exact, c'est 22% des Français n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. Et cette fin de mois, elle est de plus en plus tôt dans le mois. Donc ça reste une réalité. Mais quand on les interroge tous, pour un certain nombre, voilà, il y a cette prise de conscience planète, santé qui progresse dans les études et les comportements. Lorsque l'on dit planète, santé, on sait aussi qu'en ce moment, avec la guerre commerciale, certes difficile à suivre parce que variable de jour en jour, entre Donald Trump et le reste du monde. Est-ce que la question du rapport à l'origine du produit, est-ce que vous-même, vous allez devoir changer vos braquets, vos choix, vos produits? Est-ce que certains de nos producteurs ici en Europe vont devoir aussi tenter d'écouler davantage la marchandise chez nous? Comment est-ce que vous voyez les conséquences concrètes? À court terme, il n'y a pas de boycott visible chez nous, chez Coopérative U, dans nos magasins, des produits par exemple américains. Je vais vous dire un chiffre précis. On a sur nos 30 000 produits, 96 produits exactement, on a fait vérifier ça de manière précise, qui sont fabriqués aux États-Unis. Fabriqués aux États-Unis. Ça, c'est pas seulement, par exemple, la marque Coca, elle n'est pas fabriquée aux États-Unis, elle est fabriquée chez nos embouteilleurs en France. Exactement. Donc les 96 produits, il n'y a aucun signe de j'en achète moins. Après, je rends attentif tout le monde à un point important, c'est qu'il y a beaucoup de produits d'entreprises américaines qui sont fabriquées en France ou en Europe. Donc, faut être très prudent, très vigilant par rapport à ça. Mais même sur eux, c'est-à-dire que sur les produits qui sont de marques, j'allais dire mythiques américaines, oui. Je parlais évidemment à l'instant de Coca, il n'y a pas de boycott, il n'y a pas de baisse de la mouvement consommation visible dans nos magasins, dans nos rayons pour l'instant. Et il n'y en a pas non plus pour ceux qui vraiment iraient chercher dans les étiquettes les quelques produits qui sont vraiment fabriqués aux États-Unis et qui donc sont les seuls qui auraient un impact réel. Il y a quelques clients qui font attention, mais il n'y a pas de mouvement massif. Et encore une fois, il faut être très prudent par rapport à ça. Et je pense que les Français sont comme les chefs d'entreprise dans l'attentisme, dans qu'est-ce qui va se passer, que va-t-il décider au bout des 90 jours de droit seulement à 10%. Vous voyez, il y a une espèce d'attentisme, d'attente, tout le monde observe, regarde, mais pas de mouvement massif. Et sur la question, vous le disiez à l'instant, de nos producteurs, de ce qui est produit ici, il y a à la fois la menace des États-Unis pour nombre de nos producteurs, on pense évidemment en particulier à nos viticulteurs, et puis il y a aussi souvent la menace de n'être que le dindon de la farce d'une négociation qui se joue entre vous, la grande distribution, et les grands industriels. Les fameuses négociations commerciales viennent de se terminer. Qu'en est-il en termes de prix et qu'en est-il sur la rémunération de la matière première du producteur, notamment de l'agriculteur? C'est très simple, c'est le médiateur des relations commerciales qui fait un rapport chaque année qui a été publié ce lundi, donc on a les chiffres tout frais, c'est vraiment l'actualité. Les industriels appelés en moyenne à une hausse nous demandaient 5,7% de hausse. On en ressort après le travail qu'on a fait à une hausse de 1,5%. 1,5% de hausse cette année. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est beaucoup moins que les années précédentes. Je rappelle que sur plusieurs années, l'inflation alimentaire a été très forte, donc c'est déjà beaucoup moins. Ça veut dire que derrière 1,5% en moyenne, il y a aussi des baisses. Et il y a de nombreuses baisses dans les rayons actuellement. Lesquelles? On peut les citer. D'abord, les produits de droguerie, parfumerie, hygiène. Ceux-là, ils sont à la baisse j'ai envie de dire. Enfin, ils sont à la baisse. Donc là, sur du papier WC, sur des produits de beauté, il y a de la baisse. Deuxième baisse, des produits à base de blé. Le blé était à la baisse ces derniers temps. Donc, certains gâteaux, il n'y a pas trop de chocolat, peuvent être à la baisse. Les pâtes. Certaines huiles. L'huile d'olive était montée très haut il y a quelque temps. Elle rebaisse. Ça, c'est des exemples concrets de baisse. Mais il y a aussi, et vous l'avez largement dit sur vos antennes et vous l'avez commenté, un certain nombre de hausses. Le cacao, le café. Et pourquoi? Et ça, c'est très intéressant. Et je pense que les Français maintenant, et les consommateurs particulièrement, le comprennent, c'est qu'il y a des dérèglements climatiques. La production en Afrique de cacao a été très mauvaise à cause d'une mauvaise météo. Elle fournit plus des 2/3 du besoin mondial. Et donc, il y a un impact de ces changements concrets sur la vie des gens. Et ça se traduit au bout par une tablette de chocolat qui est plus chère. Il y a donc des prix qui baissent, des prix qui montent. Il y a des pénuries. On parle d'une pénurie de pistaches. Alors ça, c'est un sujet très ponctuel autour de ce chocolat de Dubaï qui a eu un succès considérable ces derniers... Qu'est-ce que c'est que cette histoire de pistache?
C'est incroyable, c'est le monde d'aujourd'hui. Tout est parti d'une vidéo en 2023 d'une influenceuse qui présente un produit au chocolat à base de grandes quantités de pistaches. Depuis, ce produit est voulu par beaucoup de monde. Beaucoup de producteurs se sont mis à le faire. On a même vendu des lapins de Pâques Dubai Chocolate là. Donc ce qu'on appelle le Dubai Chocolate, c'est le chocolat aux pistaches. Chocolat aux pistaches. Et du coup, il y a pénurie de pistaches dans le monde. Mais ça, c'est un effet ponctuel, très un peu médiatique, réseaux sociaux. Mais je trouve ça très intéressant quand on retrace avec vous le fil de cette... Incroyable. Plus grave encore une fois, tout ce qui est lié au dérèglement climatique, mais y compris en France. J'étais hier avec les représentants des industriels, avec le président de la FNSEA, on a eu un échange hier. Tous ces gens nous alertent sur la disponibilité d'un certain nombre de produits, même en France, dans les temps qui viennent. Donc soyons très prudents, continuons à acheter français et à soutenir l'achat français. Il y a effectivement les prix et puis je vous repose la question parce que je ne crois pas que vous m'ayez répondu, Dominique Schelcher. Qu'en est-il de la rémunération à la fois des agriculteurs mais aussi des petits producteurs? C'est-à-dire je pense aux biscuiteries familiales, je pense à nos PME de charcuterie. Dans cette fameuse négociation commerciale, est-ce qu'ils s'en sortent? Déjà, il faut savoir que par rapport aux 5,7% en moyenne demandés, les PME demandaient moins, bizarrement. Les grandes entreprises demandent toujours plus et les PME sur les mêmes marchés demandent moins. Et voilà, elles s'en sortent. Est-ce qu'elles ont obtenu les hausses qu'elles demandaient? Entre la demande de 5,7 et 1,5, non, ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient, mais c'est le résultat de la négociation libre en France. Et on a fait notre travail en prenant les indicateurs et en cherchant. Par contre, et vous m'avez posé la question, je ne vous ai pas répondu, je vous réponds, on a préservé la part de matières premières agricoles. La loi Egalim nous dit, messieurs les distributeurs, vous n'avez plus le droit de discuter de cette part. La part du blé, la part du lait dans le produit, on n'a pas le droit de la négocier. Elle n'a pas été négociée et ça a profité aux revenus des agriculteurs. Le prix du lait actuellement est un des plus hauts depuis très longtemps. Et c'est donc une bonne nouvelle. Ça, c'est des bonnes nouvelles. Tout n'est pas parfait, mais il y a des choses qui progressent grâce à cette loi. Et ce qui est important derrière ça, c'est un juste revenu. Il faut que les agriculteurs vivent de ce qu'ils produisent. Vous parliez à l'instant aussi de la question de l'essence. Vous dites que c'est parce qu'il y a moins de demandes. Est-ce que c'est aussi une des conséquences indirectes des promesses de Donald Trump de drill, c'est-à-dire de forer davantage aux États-Unis, ce qui fait que les pays producteurs de pétrole ont davantage ouvert le robinet. Absolument. Et est-ce que vous pouvez nous aider à nous projeter un peu? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut que tout le monde se rue à la pompe en se disant le prix à la pompe est peu cher, profitons-en, ou est-ce qu'on peut être serein en se disant ça va durer? Moi, j'ai l'impression que ça peut durer pour deux raisons. Celle que vous venez de citer, un, cette demande en baisse, et deux, effectivement, un certain nombre de producteurs, y compris l'OPEP, qui ont augmenté leur capacité de production. Et donc, ces deux facteurs-là sont assez durables depuis plusieurs mois, nous laissent penser que ça peut durer un certain temps. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour les Français. Regardez, deux bonnes nouvelles ce matin. La conso en volume qui tient un peu. Soyons prudents, mais c'est un bon petit signe, parce que la consommation... Alors, quand vous dites conso-volume, on comprend bien que c'est le volume de consommation. Le nombre de produits. Je voudrais vous poser la question de manière un peu plus directe. Vous faisiez partie, vous, mais aussi le patron d'Auchan, le patron de Leclerc, de ceux qui avaient, il y a un an, alerté sur une déconsommation, sur le fait que les Français déconsommaient et le plus souvent de manière subie, pas juste pour faire plaisir à la planète. Est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez que cette déconsommation est derrière vous? Non, c'est trop tôt pour le dire. Je viens de vous dire, c'est prudent. Je suis content de voir. Mais vous savez, quand ça descend très bas, l'année dernière, c'est quand même... Et depuis quelques temps, et sur certains créneaux, les fruits et légumes, la viande, on en vend moins depuis des années. Donc ce sont des petits signes que je lis avec prudence et que je vois positivement dans une ambiance un peu anxiogène. C'est ça que je dis. Mais je pense que la tendance de fond n'est pas inversée aujourd'hui. La tendance de fond n'est pas inversée. Globalement, on vous sent évidemment volontairement optimiste, mais globalement sceptique. C'est ça. Je pense qu'il faut, en ce moment, face, encore une fois, à tous les défis qui sont les nôtres, il faut du volontarisme, il faut de l'optimisme, il faut de la volonté de collaboration. Il ne faut pas que les gens s'opposent. Il faut qu'on se mette autour de la table pour trouver ensemble des solutions. On ne les trouvera pas individuellement, chacun dans son coin. Ces défis sont tellement importants. Et quand on observe d'autres pays, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont mis tout le monde autour de la table et on a trouvé des solutions. Merci. Allons-y aussi. Merci beaucoup, Dominique Schelcher, d'être venu répondre à mes questions. Dominique Schelcher.